J'ai une première question pour Maître Gomez-Talimi qui est sur les accords collectifs. Vous avez dit que pour l'activité partielle, notamment l'activité partielle de longue durée, il était nécessaire de mettre en place ce type d'accord. Qu'est-ce qu'il doit contenir? Alors, les accords devront obligatoirement comporter une clause relative à leur durée d'application. Il va falloir spécifier dans les accords les activités de votre entreprise et les salariés qui seront concernés par le chômage partiel. Il va falloir que vous précisiez les réductions d'horaires qui pourront donner lieu à indemnisation. Je vous ai dit tout à l'heure, le maximum que l'on peut atteindre, c'est 40% de la durée du travail d'un salarié. Et enfin, vos engagements, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, les engagements que vous souscrivez pour préserver l'emploi. Parce que vous avez bien compris que vous ne pouvez espérer une permanence de l'aide de l'État qu'à condition que vous preniez des engagements de non-licenciement. Très bien, merci beaucoup. Maître Maguet, sur le comportement sexiste dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il doit être répété pour justifier le licenciement? Et puis, autre question aussi, est-ce qu'il doit concerner un collègue ou une collègue, ou est-ce que ça peut concerner une personne extérieure à l'entreprise, hein, par exemple un fournisseur? Alors, en l'occurrence, il convient de noter que l'employeur, pour licencier le salarié, ne s'était pas basé sur la notion de harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel devant être un comportement répété. En l'espèce, il a été répété, mais il ne semble pas que ça soit une condition, puisqu'effectivement, l'attendu de la Cour de cassation ne mentionne pas cette notion de répétition, mais également le fait d'avoir tenu des propos dégradants à caractère sexuel. Donc, effectivement, il ne semble pas, en l'occurrence, qu'une répétition soit nécessaire. Il n'est pas nécessaire également que les propos visent forcément un collègue du salarié, puisqu'il a déjà été jugé à plusieurs reprises que les insultes à l'égard, par exemple, de clients ou de fournisseurs pouvaient constituer également des fautes graves, des fautes justifiant le licenciement. Oui, donc c'est très large. Oui. Merci beaucoup. Maître Gomez-Talimi, vous avez parlé de l'aménagement des mécanismes de suspension ou de prolongation des délais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste brièvement les processus électoraux qui sont concernés par la reprise au 1er septembre, s'il vous plaît? Il s'agit du processus électoral de votre CSE. Donc, en fait, le CSE a pris place des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Donc, en fait, il fallait que vous soyez en règle par rapport à votre obligation de CSE dès lors que vous avez 10 salariés et plus, qu'on s'entende bien. Donc, si vous n'avez pas pu faire vos élections en raison du confinement, bien vous avez donc possibilité de vous rattraper avec des tests studieux en la matière. D'accord, merci beaucoup. Maître Maguet, sur le licenciement pour inaptitude physique qui n'est pas suffisamment motivé, il y a une obligation de reclassement. Est-ce que cette obligation de reclassement se limite au poste vacant ou est-ce qu'elle est plus large? Rappel rapidement donc de l'obligation de reclassement. L'employeur doit formuler une proposition d'autres emplois appropriés aux capacités et aux préconisations du médecin du travail. En priorité, donc, l'obligation de reclassement doit se faire dans l'entreprise et si ce n'est pas possible dans l'entreprise, dans les entreprises du groupe auquel le salarié auquel l'entreprise appartient potentiellement. Donc, ces entreprises du groupe devant être situées sur le territoire national et l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation devant permettre effectivement une permutation des salariés. Il est également possible de procéder à des mutations, aménagements, adaptations de postes, par exemple, de postes existants. Et il n'y a aucune obligation de création de postes de la part de l'employeur.
D'accord, très bien. Donc, c'est pas les postes vacants, mais qui sont dans un périmètre assez large Ça, de tout toutes à les fait. entreprises du groupe. Tout à fait. D'accord, très bien. Maître Gomez-Talimi, sur les travailleurs handicapés, est-ce qu'il y a des filières particulières pour trouver des travailleurs handicapés qui soient qualifiés pour les postes de l'entreprise? Écoutez, des filières particulières, ce que je sais, c'est que quand vous regardez les conseils de l'AGFIP en la matière, l'AGFIP vous dit pour trouver des travailleurs handicapés qui souhaitent travailler, déjà il faut que, et c'est l'AGFIP qui le dit en personne, donc elle vous dit consulter les sites internet, mais aussi et surtout, Jean, cibler les compétences et non pas plutôt que des diplômes en la matière. Et elle vous dit également de solliciter les agences de travail temporaire, de construire votre réseau et de faire appel à des spécialistes. Donc, pour vous répondre, oui, il y a quelques spécialistes des chasseurs de tête en la matière, mais je vous conseille de prendre contact avec l'AGFIP. D'accord, très bien. Merci. Maître Maguet, sur l'obligation de neutralité de l'employeur dans le cadre du droit électoral, comment est-ce qu'on peut l'établir, cette neutralité, quand il y a plusieurs syndicats dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a un niveau de représentativité qui est pris en compte? Est-ce que tous les syndicats, y compris les moins représentatifs, doivent être traités de la même façon? Le niveau de représentativité au sein de l'entreprise ne joue pas, puisque l'obligation de neutralité, c'est justement l'obligation que l'ensemble des syndicats soient traités de manière égale. Et donc, effectivement, le niveau de représentativité du syndicat au sein de l'entreprise n'est pas un critère. D'accord, ok. Et, très bien. Sur comment Maître Gomez-Talimi, sur l'accord pour les cadres, qui a fait l'unanimité des partenaires sociaux, hein, dont vous avez parlé. Vous avez mentionné à un moment l'équilibre des temps de vie. Qu'est-ce que ça recouvre, cette notion? Ça recouvre en particulier le droit à la déconnexion, c'est-à-dire que quand vous êtes un cadre, il faut savoir faire en sorte de ne pas être forcément dérangé par son iPhone ou de ne pas avoir le réflexe de regarder l'iPhone. Donc, on vous demande, en particulier dans certaines entreprises qui ont adopté un accord en la matière, un accord sur la qualité de vie au travail, on demande au col blanc, effectivement, d'user avec parcimonie, au-delà d'une certaine heure, et jamais le week-end et jamais les congés, de leur connexion Internet. Voilà. D'accord, mais si. Et alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Jean, c'est dans l'entretien d'évaluation annuel, vous avez un chapitre consacré à votre charge de travail. D'accord. Voilà. Mais si on envoie un mail le week-end, à partir du moment où on n'attend pas de réponse avant le lundi suivant, est-ce que ça peut passer, ou est-ce qu'il faut garder ces mails dans sa boîte d'envoi avant de les Alors, adresser? je pense que vous venez de souligner exactement le problème. Je pense qu'il faut s'abstenir d'envoyer un mail, même si on n'attend pas de réponse, parce que quand vous envoyez un mail, le week-end ou le soir, vous mettez la personne qui reçoit le mail en position éventuelle de répondre. Nous, personnellement, en tant qu'avocat, il nous arrive d'avoir des mails émanant de clients tard le soir ou le week-end. Voilà. À 1h du matin, on reçoit des mails de clients. Eh bien, même si je suis réveillée à 1h du matin et que je travaille personnellement, ou que Christelle, de son côté, travaille, on se refuse vigoureusement à répondre parce qu'il faut se discipliner. C'est aussi un facteur Contentieux. d'efficacité, hein, de contentieux d'un côté et d'efficacité de Voilà. l'autre aussi. D'accord, très bien, merci beaucoup. Une dernière question peut-être pour Maître Maguet. Lorsqu'on est en tenue de travail pendant la pause, Oui.
comment est-ce qu'on peut identifier, tracer, comment est-ce que l'employeur peut savoir effectivement que l'employé est bien en pause? Ben, en réalité, c'est assez simple puisqu'effectivement, les pauses, là, on parle des pauses légales, on ne parle pas juste du salarié qui va prendre son café, puisque ça, effectivement, là, on parle vraiment des pauses qui ne seraient pas rémunérées. Donc, il est assez simple de mettre en place soit une badgeuse, par exemple, où le salarié doit badger quand il prend sa pause, ou des badgés en l'occurrence, soit par le biais, par exemple, d'horaires fixes. Ça peut arriver aussi dans certaines entreprises où les pauses sont de telle heure à telle heure. Voilà, après, effectivement, l'employeur doit savoir quand son salarié est en pause et en l'occurrence, dans la jurisprudence concernée, donc le salarié pouvait soit rester dans la salle de pause, soit effectivement aller se balader dans l'aéroport, mais l'employeur était tenu de savoir qu'il était en tout état de cause en pause. Très bien. Ben, écoutez, il me reste à vous remercier. C'était très riche, très dense, beaucoup d'actualités ce mois-ci. Je vais simplement rappeler que la prochaine session Zoom RH aura lieu le 3 septembre prochain, puisque c'est le premier jeudi du mois, et que nous allons passer le mois d'août en prenant un break qui sera quand même bien mérité, et que dans l'intervalle, vous pourrez retrouver cette session Zoom RH très prochainement, je pense au plus tard ce week-end, sur la chaîne YouTube des groupes professionnels, avec les interventions de maître Patricia Gomez-Talimi, de maître Cristal Maguet et la session de questions-réponses à laquelle vous venez de participer. Merci infiniment d'avoir participé à ce Zoom RH. Je vous souhaite un excellent été et puis je vous dis à très bientôt à la rentrée. Merci, excellent été à revoir. tous. Merci. Au revoir.